Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, la première école dédiée aux experts RH, on va en parler avec Mathias Bolland, le directeur général développement groupe Media School, il est notre invité. Le livre de Smart Job, tenez bon, le pire n'est jamais sûr. On va faire un petit pas de côté avec ce dessinateur Jean-Michel Milon, avec des dessins croustillants de la crise Covid qu'on a vécu chez nous et puis du retour au bureau avec parfois quelques critiques, notamment sur les psys, sur les coachs. On fera le point avec lui et on va sourire dans le livre de Smart Job. Le cercle RH et les experts de Smart Job, on parlera de la légère baisse du chômage. On la commentera, cette baisse à chômage qui est revenue au chiffre de 2008. Le flop des élections professionnelles sur les plateformes, on en parlera, VTC mais aussi livreurs. Et puis les entreprises, celles que les étudiants apprécient, un classement, il n'y a pas de doute. Le luxe et l'aéronautique sont plébiscités. Puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parlera de l'égalité des chances à travers la société Bruce. Et son fondateur sera avec nous, Adrien Morera. Il sera à la fin de notre émission. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on va parler aujourd'hui, alors c'est intéressant d'en parler, on a un peu l'exclusivité d'une école, la première école, dans Smart Job on parle de RH, la première école dédiée aux experts RH, et on en parle avec Mathias Bolland. Bonjour Mathias. Bonjour Eric. Ravi de... Moi c'est Arnaud. Arnaud. Écoutez, pourquoi pas. Eric, ça me va bien aussi. Je trouve que c'est bien aussi Eric. Eric c'est bien, mais moi... Deuxième prénom? Alors, moi c'est Raymond. Et malheureusement là, c'est mauvaise pioche. Mathias, restons sérieux 2 secondes. Directeur général développement groupe Media School. Le groupe Media School, on va en dire quelques mots. C'est vous qui allez piloter la création de cette école Talent Management School. D'abord quelques mots sur Media School. Groupe d'écoles très varié. Hein. Absolument, mais pas que. D'abord, le groupe Media School, créé par Franck Papazian il y a 20 ans, c'est un groupe à la fois de médias, avec 3 médias principaux, Stratégie, CB News et le Journal du Luxe, et également en effet des écoles. Donc aujourd'hui, il y a 16 marques écoles. Talent Management School, c'est la 16e école. Au départ, il y a 20 ans, il y avait notamment l'IEJ, qui est donc l'école de journalisme, l'ECS pour la communication, et puis ensuite plein de créations d'écoles dans plein de domaines différents, le sport avec Paris School of Sports, avec Teddy Riner, Green Management School également, qui a été créé il y a 3 ans. L'an dernier, on a créé la Business School pour former des commerciaux, des vendeurs. Et cette année, on va former également les futurs leaders RH avec Talent Management School. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est quand on benchmark, et vous avez forcément benchmarké, ça n'existait pas. Ce type d'école n'existait pas. Non, en fait, il y a des masters dans des grandes écoles qui existent. Il y a la faculté aussi qui forme sur dans ce domaine-là, mais il n'y a pas d'écoles vraiment qui sont... Non, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était une école créée par les RH d'aujourd'hui pour former les futurs leaders RH de demain. Et ça, c'est vrai que c'était un domaine aujourd'hui qui n'est pas pris par l'enseignement supérieur, et donc on s'est dit qu'on avait toute notre place là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'ingénierie, c'est la façon dont vous allez accueillir ces étudiants, comment ils vont être intégrés, implémentés aux entreprises. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement innovant. Ouais, en fait, ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'il y avait un vrai besoin du marché. Donc beaucoup de besoins, le marché de l'emploi repart de façon très, très importante. Donc des besoins au niveau des fonctions RH, de tout ce qui concerne également la partie recrutement, des consultants en recrutement. Et en même temps, des transformations énormes. Une triple transformation aujourd'hui qui touche les RH. On en a parlé tout à l'heure. Il y a la partie, bien sûr, environnementale, la partie sociétale. Et puis également au niveau technologique, avec beaucoup d'évolutions qui impactent le métier des RH. Et donc là aussi, on a décidé d'offrir le meilleur des 2 mondes, à la fois une partie en présentiel et également une partie en distanciel très importante avec les nouvelles technologies. Alors évidemment, les parents qui accompagnent leurs enfants ou leurs jeunes adultes vers des écoles, ils disent mais le niveau des profs, et ça vous y êtes très sensible parce que c'est évidemment toute la force de la formation. Ça sera des RH, on est d'accord. Ça sera des RH qui seront en poste. Ce sont des collaborateurs de nos entreprises partenaires qui aujourd'hui s'associent à nous pour la création de cette école, ce qui aussi est assez innovant. Et donc non seulement ce seront des professeurs issus de ces entreprises, mais en plus, les formations, elles auront lieu dans les entreprises. Ça, c'est original. C'est quoi? C'est de l'immersion pour vraiment se rendre compte de ce qu'est une entreprise, quoi. Total. En fait, nos étudiants seront... Alors, le site, donc c'est 70% en distanciel, ce qui ça aussi est vraiment top, parce qu'on peut être lyonnais, marseillais, bordelais, et faire la formation l'an prochain.
C'est septembre, hein, donc là, Septembre. là c'est encore ouvert les candidatures, vous me Ah, mais ça, rassurez. on est en plein dedans. Là, vous êtes dedans, là. On est en On peut plein dedans. encore s'inscrire. Oui, on peut encore s'inscrire. D'accord, donc On est parfois, encore il arrive s'inscrire. dans les invités qui disent c'est fini, il n'y a plus de place. Non. C'est bon. C'est bon, on est en D'accord. plein dedans, c'est parfait. Donc c'est pour les étudiants qui ont un niveau soit bachelor, soit une licence en RH, ou un niveau même similaire. C'est pour former sur 2 ans. M1, M2, D'accord. après avec l'obtention donc d'un double diplôme, un master européen avec la fédération, et puis un diplôme également sur management des RH. Et donc c'est une formation qui a lieu 70% en distanciel et 30% en présentiel. En présentiel. Et le présentiel, c'est là où c'est original aussi, c'est que ça se fait par l'intermédiaire de bootcamp. Il y en a 4 par an, d'une durée d'une semaine chacun, et qui ont lieu dans les entreprises. Et On c'est les là où il y a rassemble. l'immersion. On les D'accord. rassemble tous, voilà. Il y a une chose sur laquelle, là aussi, que je trouve très innovante, parce que vous vous appuyez sur les nouvelles technologies, il y a les métaverses. Oui. Alors, comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'ils auront leurs avatars dans des espaces métaverses? C'est ça. En fait, on C'est a génial. voulu pour les RH, comme il y a cette révolution technologique, on a voulu en faire vraiment des RH très modernes et qui se servent de tous les outils. Et en matière d'innovation, évidemment, c'est également un axe de recrutement. Donc déjà, nous, on va recruter à travers le métaverse, à travers des journées portes ouvertes sur le métaverse dès le mois de juin. Et puis également, on va pouvoir faire des formations également par l'intermédiaire du métaverse. Alors, vous êtes le directeur général de ce groupe Media School, mais vous mettez évidemment les mains à la pâte, comme on dit, pour le recrutement de ces futurs, la première promo de la première école, Ouais. Talents Management School. C'est quoi vos critères? Qu'est-ce qui fait que vous allez sélectionner quelqu'un ou pas? Son niveau scolaire, mais il y a les soft skills aussi, on en parle beaucoup. Bien sûr. Il y a, on va dire, le premier critère, c'est évidemment la motivation et le projet professionnel. En fait, comme ils vont être en alternance sur les 2 ans, il faut déjà qu'ils aient un vrai projet. On les aide par rapport. En plus, il y a beaucoup d'annonces en ce moment d'alternants en RH. Mais ça, c'est important déjà qu'ils aient un projet. Ensuite, le niveau d'anglais aussi, parce que ce sont des postes à vocation internationale. Donc là aussi, il y a un minimum au niveau de l'anglais. Et puis enfin, évidemment, le dossier et le parcours académique. Il faut évidemment bâtir, quand on fait une école, au-delà du bâti, des lieux où on va s'asseoir ou ouvrir son ordinateur, il faut bâtir les programmes pédagogiques. Ouais. Évidemment, là, c'est l'enjeu, c'est la tour de contrôle. Quels sont les choix que vous avez faits? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette école? Parce qu'il y a aussi des sujets aujourd'hui sur la psychologie, sur le coaching, sur les difficultés des salariés, la santé au travail. Tout ça va être traité. Ouais. 2 gros piliers. Le premier pilier concerne la partie tech. Donc la data, l'intelligence artificielle, le métaverse, parce qu'il faut vraiment en faire de ces outils des alliés pour les RH. Deuxième partie pris, c'est la partie soft skills, donc avec évidemment toute l'intelligence émotionnelle et puis tout le rapport au travail qui change, tous les nouveaux usages qui changent énormément, et le fait de pouvoir justement en faire des DRH qui soient des dirigeants modernes et qui soient l'alter ego de leurs directeurs généraux ou présidents. Et puis il y a le volet juridique, je m'autorise à en parler, parce qu'il y a non seulement une réglementation qui est très lourde, on a vu à travers nos émissions l'entretien annuel, l'entretien mensuel, enfin tout ce que le DRH doit remplir, l'égalité homme-femme, l'inclusion, enfin c'est un travail gigantesque. Oui, bien sûr, c'est un travail gigantesque, mais c'est un travail en même temps qui accompagne les transformations culturelles, donc ça c'est quelque chose d'important. Mais nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que ce soit des DRH justement qui impriment leur marque et qui soient extrêmement déterminants dans les choix de l'entreprise pour pouvoir porter ces sujets et non pas simplement que les subir et les véhiculer. Mathias Bolland, quelques mots avant de nous quitter. Ces étudiants, on l'a bien compris, vont être immergés dans les entreprises, entreprises qui sont vos partenaires. Globalement, à l'issue de ce M1 ou de ce M2, ils ont un emploi. Ils l'auront déjà. Ils l'ont déjà, en alternance. Voilà, en alternance. Mais pour donc ceux ils seront salariés. D'accord. Tous seront en alternance. Tous seront en alternance. Donc derrière, on enchaîne par la formation. Après, on enchaîne, ou alors ils vont bouger, mais ils seront dans les RH et évidemment, ils auront un emploi quasiment pour tous. De toute façon, chez Media School, Franck Papazian a toujours créé, donc notre président, des écoles là où il y avait le marché. Et on est certain que sur la partie des RH, il y a un vrai marché. De toute façon, d'une manière claire, les invités qui viennent nous voir nous disent aussi qu'il y a des tensions sur le recrutement RH. C'est-à-dire que les services RH peinent parce que ça, objectivement, ça manque un peu d'attractivité, ce métier. Il est mal valorisé. Alors que pourtant, c'est un métier magnifique. C'est un métier qui a du sens, c'est un métier où il y a de l'innovation, c'est un métier où il y a de la compétition, c'est un métier avant tout où il y a de l'humain, c'est un métier où on peut faire des carrières magnifiques, c'est un métier qui est stratégique, enfin, c'est un métier juste magique, et donc c'est pour ça qu'on est content vraiment de créer cette école. Ouais, on est loin du délégué du personnel, voilà, c'est ça. Du responsable du personnel, et puis c'est vrai que le RH fut un temps, bien avant le Covid, puisque c'est là où ils ont émergé, mais c'était ceux qui licenciaient, ceux qui se séparaient de collaborateurs. Enfin, cette question-là est traitée dans l'école aussi, parce qu'il faut aussi savoir le faire. Bien sûr, évidemment, il faut qu'ils soient agiles, mais aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de RH qui sont là surtout pour maintenir la motivation, l'engagement des collaborateurs, ça c'est clé. Et puis également des DRH qui puissent attirer
des nouveaux talents, des nouvelles compétences dans l'entreprise. Et des DRH qui auront leur avatar sur le métaverse. Mais ça sera quoi, le métaverse de Media School ou le métaverse de l'école? Oui, ça sera en fait le métaverse, ça sera MetaQuark. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a signé avec Quark Éducation. Et donc en fait, on aura notre campus à travers donc ce métaverse et les premiers campus virtuels. Campus virtuel. Et donc il pourra y avoir des échanges entre les personnages. Des échanges à la fois collectifs et puis des échanges également interpersonnels. Enfin, donc ça, c'est juste, c'est une partie de l'avenir. En fait, on essaie vraiment de donner le meilleur des deux mondes, du présentiel et du distanciel. En s'appuyant sur les deux piliers, le numérique mais l'humain qui est important dans ce métier. Merci Mathias Bolland de nous avoir rendu visite, c'était un vrai plaisir. Appelez-moi Arnaud. J'ai failli dire Raymond, mais non. Non, pas Raymond. Non. Raymond, c'est mon deuxième prénom, mais ça ne me gêne pas. Hein. C'est vrai qu'il est attaché à mon premier prénom. Directeur général développement groupe Media School et cette école Talents Management School rentrée en septembre. Les recrutements, c'est-à-dire là en ce moment, il y a un onglet Media School. Allez donc jeter un œil si vous voulez suivre ce M1, Master 1 ou Master 2. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. La suite de notre programme, c'est faire un petit pas de côté. Tiens, c'est intéressant, dans le livre de Smart Job, on va pas se prendre la tête. On va essayer de sourire un peu à travers ce livre et on accueille son auteur. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job. Alors, on traite évidemment dans cette rubrique de livres éminemment sérieux. Là, on va faire un petit pas de côté. On va sourire à travers des dessins et à travers le livre de Jean-Michel Milon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Coach, dessinateur, récompensé plusieurs fois d'ailleurs pour votre travail. Avec ce livre, AFNOR Édition. Tenez bon, le pire n'est jamais sûr, avec grâce à mon coach, ça c'est la une, c'est la couve, j'encaisse mieux les coups tordus de mon boss, une bonne enclume, ne crains pas le marteau. D'abord quelques mots, parce qu'on va regarder quelques dessins au fil de l'eau. Votre idée c'était d'abord de nous replonger dans une période qui commence à être un peu derrière nous, qui était la période Covid. Et vous la présentez, c'est vrai, à la fois avec humour, puis en même temps elle est un peu tragique cette période Covid quand même. Bien sûr. Vous l'avez vécu comment vous cette période Covid? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces dessins? Déjà grâce au Covid, j'ai pu faire pas mal de dessins parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans la vie des entreprises, notamment pour les managers, tout ce qui est management à distance, le télétravail aussi pour les collaborateurs. Donc il y a eu un grand bouleversement aussi psychologique pour les gens parce que certains ont bien apprécié le télétravail, travailler en distanciel, et puis d'autres, ça a été très difficile, parce qu'il y a eu une rupture dans les relations avec les personnes. Alors ce que j'aime dans vos dessins, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de très simple, et puis il est toujours assorti souvent de textes qui claquent, qui sont forts. La page 1, je pense qu'on l'a sélectionné, la page 1, Chaud le virus, ça c'est le début du bouquin. Chers estivants, bienvenue à Covid Plage, nous vous souhaitons le meilleur, mais nous redoutons le pire. Je ne sais pas si on verra les dessins, mais en tout cas celui-ci je le trouvais marrant. Et puis après il y a évidemment le retour au bureau. Au bureau. Alors là, il y a quand même deux catégories professionnelles qui en prennent un peu, il faut le dire. Il y a les patrons, dont vous vous moquez quand même un petit peu, parce qu'il y a le manager qui lui dit écoute, on recherche un manager comme vous, qui sait enfoncer les portes ouvertes, et l'autre lui dit entretien d'embauche, je dis banco. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? On se joue un peu de mots quand même? On se moque un peu de nous? Oui, on se moque de nous. Je me moque des managers, je me moque aussi des coachs, des consultants, à travers les dessins. C'est ça qui est important. Et ça permet aussi, grâce à l'humour, de prendre du recul aussi par rapport à notre situation. Alors souvent, c'est vrai que dans le dessin, je grossis le trait, mais ce qui est important, c'est de trouver la bonne réplique qui va faire que le dessin va être rigolo, que les gens vont rire. C'est ça, un dessin humoristique. Et à travers le dessin humoristique, on fait passer aussi des messages et ça permet de dire des choses que l'on ne dit pas forcément oralement. Voilà. Il y a plusieurs autres petits dessins. Il y a deux catégories professionnelles. Il y a le patron, là que vous décrivez, comme ça, les cheveux un peu en arrière, la veste noire. Il a des idées un peu sur tout. Puis il y a deux catégories professionnelles qui prennent un peu cher chez vous. C'est le psy. Oui. Un peu quand même. Oui. Le type, il est allongé, il raconte sa vie, il essaie de raconter brièvement sa vie, puis la personne lui dit c'est super intéressant, c'est 250 francs, euros en l'occurrence. Exactement, il a dormi en plus. Et il a dormi. Et il a dormi pendant la séance. Voilà. Là, je grossis le trait, bien sûr. Oui, mais enfin, vous le dites. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Puis il y a les coachs. Vous êtes coach. Oui, je suis coach. Ouais. Et les coachs, là, il y en a un qui est accoudé au comptoir d'un troquet, puis il dit de toute façon, moi, je me déplace jamais sans mon coach. Et l'autre lui dit t'as bien raison. Grosso modo, c'est ça l'idée.
Ils vous ont fait quoi, les coachs? Moi, ils m'ont rien fait. Moi, j'ai fait une formation de coaching chez Mosaïque International. Mais moi, je trouve aujourd'hui, on parle toujours de coach. Tu as raison. On a besoin de coach pour tout, pour l'alimentation, pour se vêtir, dans sa vie professionnelle. Je pense qu'on a tous aussi, à un moment donné, besoin d'un coach. Le coach est là pour aider, pour conseiller, pour nous aider aussi à prendre du recul dans notre vie professionnelle ou personnelle. Alors il y a un dessin que je trouve assez intéressant. Là encore une fois, vous prenez un pas de côté parce qu'on nous parle beaucoup de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Et dans vos dessins, vous nous dites c'est peut-être dans la vraie vie, c'est peut-être pas forcément comme ça, dans la réalité. Et il y a ce dessin qui l'incarne, chef, j'aurais besoin de 2 jours de congé. Oui. Et le manager ou le chef qui est derrière son bureau, là, sur son fauteuil rouge, il dit « Ok, prenez votre week-end ». Ça aussi, c'est une manière quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Que on se moque un peu de nous, là, encore une fois? On se moque aussi un peu de nous. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui sont trop investis dans le boulot. Je veux dire, ils n'ont pas aussi le temps de respirer, de faire autre chose. Donc là, j'ai aussi grossi le trait parce qu'il y a des personnes qui travaillent du lundi au dimanche inclus. Et donc, ça veut dire aussi derrière ça qu'au-delà du travail, il y a aussi une vie. Et vous avez intérêt pour votre équilibre à avoir une vie où il y a aussi de la détente, des loisirs, etc. Être capable de se ressourcer. Et puis il y a ce côté que je trouve assez très, très, très drôle sur l'espèce de rapport philosophique que vous entretenez aux choses avec les mots. Et je cherche le sens de la vie, dit l'un, et l'autre lui répond au fond à gauche. Là, il y a un peu du Coluche là-dedans. Il y a un peu comme ça une sorte d'autodérision et de dérision un peu grinçante. Il y a de ça un peu chez vous quand même. Oui, il y a ça parce que vous voyez, ce dessin sur le sens de la vie, c'est aussi important. C'est une question qu'on a beaucoup en coaching et les gens souvent se disent mais quel est le sens de ma vie en général, de ma vie professionnelle? Et souvent dans les personnes que j'accompagne dans leur transition professionnelle, il y a toujours cette question du sens. Du sens et aussi est-ce que je suis à ma place aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de changer? Pour faire quoi? Etc. Donc le sens est hyper important. Donc je le traite un peu sous forme humoristique. Là c'est le dessinateur qui le traite. Puis il y a le coach ensuite qui lui dit pas c'est au fond à gauche et qui lui dit bien sûr, je vous écoute, on va essayer de réfléchir ensemble à comment avancer. Mais grâce au dessin, ça permet de parler du sens. Et puis il y a aussi, et le troisième acteur de votre livre que je trouve aussi très intéressant, c'est le rapport aux nouvelles technologies dont on parle beaucoup sur ce plateau. Que sommes-nous devenus les yeux scotchés sur nos écrans, effectivement, à envoyer des likes, à mettre des cœurs, à avoir le pouce qui gonfle. Ça, ce dessin-là, il dit plein de choses. Et puis, il y a le droit à la déconnexion que vous traitez dans votre livre. Bien sûr. Qui est drôle. Oui, hyper important. Ça veut dire aussi, moi, je conseille aux personnes que j'accompagne, de temps en temps, de se libérer du portable. On a le portable tout le temps. Il y a des gens, ils ont le portable dans la rue, ils communiquent dans la rue, à voix haute. Ils communiquent dans les transports en commun. À un moment donné, c'est trop. Je pense que parfois, il faut se dire stop, mon portable, je l'éteins. Et je profite aussi du temps présent des gens avec qui je suis. Et puis, il y a quelques petits messages politiques. Je ne sais pas si on a ce dessin, je ne crois pas, mais les classes moyennes ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont de ne pas avoir à gérer une grosse fortune, dit l'un au bar et l'autre lui répond ça leur passe au-dessus de la tête. Voilà. Il y a aussi un peu une critique acerbe de ceux qui finalement ont le pouvoir, enfin ont les rênes. Ont le pouvoir et ont l'argent par rapport à d'autres qui ont du mal aussi à joindre les deux bouts. Voilà, c'est un dessin qui illustre ce phénomène. Et le dernier, qu'on a sélectionné, là aussi, ce sont dans les jargons, les soft skills, tous ces mots et qu'utilisent les coachs d'ailleurs, onboarding, outboarding, et un mot qui apparaît beaucoup dans le vocabulaire ici sur ce plateau. T'en penses quoi de la méthode agile? Lui dit l'un. C'est qui ce Gilles? Alors là, ça m'a fait penser évidemment au professeur Tournesol dans Tintin et Milou. Oui. Non, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça vous semble, ce type de discussion, vous semble quoi? Surfaite, inutile Disons, c'est un grand thème. Il y a quelques années, on a lancé la méthode agile. On parlait que de ça. Il faut être agile, il faut vraiment se bouger, il faut être innovant. Et vous pensez qu'on l'est devenu ou pas? Il faut s'adapter. Bon, on en parle beaucoup. Après, est-ce qu'on est devenu? J'en suis pas sûr. Et puis, il y a quand même 2 bandes, page 61, et je ne veux pas non plus spoiler votre bouquin, mais qui est vraiment génial. La France a peur, et là, vous nous faites un truc... Enfin, voilà, c'est le drame, quoi. Il faut construire plus de prisons, un policier derrière chaque citoyen. Oui. Qu'est-ce que là, c'est un peu au-delà du coach, c'est le citoyen qui s'exprime. Oui, c'est le citoyen, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, surtout pendant le Covid, moi, quand j'allumais la télévision, c'était dramatique. Donc, il n'y avait que des mauvaises nouvelles. La sécurité, il faut renforcer. C'est pour ça que j'ai grossi, là aussi, le trait. Il faut avoir des policiers, à la limite, un par habitant. Vous voyez, ils soient avec vous, qui vous protègent, etc. Le coach, le dessinateur aide le coach ou le coach aide le dessinateur? Qui nourrit qui? Ça s'auto-nourrit mutuellement? Ça s'auto-nourrit.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce que vous vivez parfois comme coach, où vous ne pouvez pas faire de l'humour comme vous le faites, Non. vous pouvez vous libérer dans vos livres. Exactement. Le dessin, ça permet moi aussi de me libérer. Et je me nourris aussi de ce que les personnes que j'accompagne me racontent. Et souvent, quand je suis en discussion avec des personnes, souvent, ça me donne des idées de dessin, donc je les note tout de suite. C'est ça. Et puis après, une fois qu'ils sont partis, je fais mon petit dessin. Vous avez été récompensé, je le disais plusieurs fois, en 2017-2018 pour le prix du dessin de presse sur le management. Sur le management. Pourquoi, avant de nous quitter, pourquoi ce sujet vous intéresse tant, cette thématique? Certains dessinateurs travaillent sur l'international, sur les guerres, sur... Ouais. Vous, c'est le management, c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise que j'y suis. Et puis, c'est vrai que la matière m'est donnée par l'entreprise, par les DRH, par les personnes, les cadres sup, les dirigeants que j'accompagne. Donc, c'est un... Et puis on se renouvelle en permanence. Hein. C'est toujours sur le management, sur les thèmes du stress au boulot. Il y a plein de thèmes qui sont passionnants. Tenez bon, le pire n'est jamais sûr. Écrit, texte et dessin, hein, voilà, on peut le dire, Voilà, de Jean-Michel Milon. Vous êtes coach, je ne l'ai pas précisé, mais dessinateur chez Leroy Dirigeant, Oui. et auteur donc, de ce livre, édité chez Afnor Éditions, que vous trouverez évidemment dans les meilleures librairies. Il vous a pris combien de temps à faire ce livre? En fait, je fais des dessins tout au long de l'année, Ouais, puis après je fais une sélection. Et après vous triez ce qui vous semble mieux. Exactement, par Donc en fait, chapitre. tous les jours, vous faites un dessin. Quasiment tous les jours. On aurait tellement aimé que vous nous fassiez un dessin, oui, l'émission bien sûr. Smart Job, comme ça on aurait Et pu... peut-être qu'on pourrait voir certains dessins, je ne sais pas si c'est possible, certains dessins, sur écran. on les a vus. Ah d'accord, Ils sont passés. Ah d'accord. Oui. Ok, La d'accord. couverture de votre livre est passée et puis on Oh, a vu super. un D'accord. florilège, un certain nombre de dessins qu'on a commentés ensemble. Ok. Merci Jean-Michel Merci à d'avoir vous. rendu visite. On fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job pour balayer l'actualité, le chômage évidemment, mais aussi les élections professionnelles chez les salariés des plateformes. Et puis on parlera des entreprises que plébiscitent les étudiants. On fera le point avec les experts juste après la pause. Le cercle les RH et les experts de Smart Job, on va parler évidemment de l'actualité de la semaine, le chômage évidemment, les élections professionnelles avec les salariés des plateformes, ça s'est pas très bien passé, c'est même plutôt un flop, en tout cas sur le nombre de votants, et puis les étudiants qui plébiscitent les entreprises dans lesquelles ils rêveraient, parce qu'ils ne vont pas tous y rentrer, le luxe d'un côté et de l'autre pour les ingénieurs, l'aéronautique notamment. On va en parler. Commençons par le chômage et commençons par vous présenter nos invités. Marine Malansard, comment allez-vous? Bonjour Arnaud, très bien, merci. Bon, c'est formidable, vous avez le sourire, directrice générale du cabinet Ariséal et vous travaillez toujours intensément sur la décision. La prise de décision. La prise de décision. Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA, ravie de vous accueillir. Et Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel, directeur associé en charge des RH de BLB Associés. Commençons par le chômage et les chiffres du chômage. Le chômage baisse pas vraiment, il baisse légèrement. Bon, enfin, on n'est pas sur une grande baisse du chômage. Est-ce que, je vous pose la question et je vous la mets sur la table, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a atteint un peu le plafond de verre? Est-ce qu'on est arrivé au bout? Parce qu'on nous parlait de plein emploi à 5,5, là on est à 7,3. 5,5 de plein emploi, et on sent que c'est difficile. Vous y croyez? On peut encore aller plus loin, Marine? Pour moi, non. On arrive à un point d'équilibre et même, il semblerait, d'après la création de richesse que fait la France, qu'il y ait... En fait, pendant la crise, il y a eu 400 000 emplois qui ont été pourvus dans les 2 dernières années. Or, la richesse créée est identique à celle de 2019. Donc, en fait, les entreprises semblent faire des rétentions d'employés, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas partir leurs employés au cas où ça reprenne. C'est vrai. Et puis il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises zombies, pour reprendre une expression journalistique, qui sont des entreprises qui ont été perfusées pendant la crise, qui vivotent à coups de prêts, subventions et qui risquent de, au contraire, non pas faire diminuer l'emploi, mais licencier si la vie économique ne reprend pas plus intensément. Donc c'est pas le monde merveilleux qui nous a été présenté dans les premières réactions, parce que ce chiffre sont arrivés en milieu de semaine, en nous disant d'ailleurs qu'on avait atteint les chiffres du chômage de 2008 qui nous renvoyaient à la crise de 2008. Donc facialement, ça semblait intéressant. On a 2,2 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Jean-Michel? Je dis aller plus loin dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir des réformes, évidemment. Ce qui va être difficile, c'est en fait que ces taux recouvrent des réalités complètement différentes selon les secteurs. On le sait tous, des secteurs dans lesquels on est en demande désespérée
de collaborateurs de qualité bien formés dans des tas de secteurs, et pas uniquement les cafés, hôtels, restaurants ou le BTP dont on parle tout le temps, les métiers de technologie, d'ingénierie, etc. Les étudiants dans des écoles de bonne qualité ont des jobs même avant d'en sortir. On va les chercher. Hein. On va les sortir. Et puis il y a énormément de secteurs dans lesquels on a manifestement toujours du suremploi, où on a des postes non qualifiés pour lesquels on a des myriades effectivement de demandeurs d'emploi. Le souci de ce déséquilibre, c'est qu'il peut mettre certaines entreprises en difficulté. Je prends l'exemple qui date de ce matin. On a annoncé l'accord entre CMA CGM et Air France pour faire un leader mondial du fret aérien. Eh bien, un des effets cachés, je dirais, de cet accord, ça va permettre à Air France de faire des emplettes pour acheter d'autres compagnies aériennes, ce qui n'était pas possible parce que l'Union européenne interdit que l'on puisse racheter des sociétés si on n'a pas remboursé au moins 70% des prêts garantis par l'État. Et pour l'instant, Air France n'a remboursé, je crois, que 500 millions sur 3,5 milliards. Donc cet accord va lui permettre de rembourser le solde de son emprunt, de pouvoir faire des emplettes. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, la difficulté parfois de progresser, de croître et donc d'embaucher tient à des facteurs qui ne sont pas des facteurs qui sont liés aux emplois, mais à la nature même de l'entreprise. Votre sentiment, Olivia Balançard, sur Olivia Copin, parce que j'ai croisé Marine Balançard et évidemment je croise des habitués du plateau. Votre sentiment, on peut le faire baisser ou pas le chômage? Dans les règles, il y a eu une réforme de l'assurance chômage qui a d'ailleurs été menée par Elisabeth Borne en particulier, qui est maintenant Premier ministre. On peut aller plus loin encore? C'est compliqué de répondre à cette question. Effectivement, on souhaiterait aller plus loin. Après, comme vous disiez, derrière les chiffres, il n'y a pas une réalité. Mais il y a les seniors ne baissent pas. Hein. Voilà, il y a vraiment, selon les marchés, selon les secteurs, vous avez des marchés où effectivement, on manque de personnes qualifiées. Du coup, l'offre n'arrive pas à rencontrer la demande. Vous avez d'autres secteurs où on a une demande qualifiée, mais vous avez des revendications malgré, par exemple, l'augmentation de la rémunération. Eh bien, les entreprises peinent à embaucher parce que, comme vous le disiez, dans le cadre dans lequel on est on sort à peine de la crise du Covid, mais la crise de sens et la révolution du travail, elle est toujours actuelle. Et puis il y a d'autres secteurs où finalement tout pourrait être réuni pour que ça fonctionne bien, mais il y a cet effet psychologique de sortie de crise du Covid, cet effet psychologique de la guerre en Ukraine qui plane quand même sur l'économie, on est en tenaille, qui fait qu'on est quand même plus dans une logique de rétention, d'économie, plutôt que de se dire, on réaccélère. Donc la reprise était très forte après le Covid. Il y a une accélération incroyable. Vous vous souvenez des phrases, et je ne sais pas si la Première ministre va enclencher cette réforme. On a parlé de la réforme des retraites, bien sûr, mais de la réforme du RSA, avec ce vivier de personnes qui étaient en fin de droit, qui touchent le RSA, un peu plus de 500 €. Et il avait été évoqué pendant la campagne l'idée de les remettre non pas au travail, mais en mouvement à travers une vingtaine d'heures. Donc ça avait été évidemment un sujet de polémique par les autres candidats. C'est une piste aussi d'aller chercher ces salariés qui furent des salariés et qui sont aujourd'hui à 500 € par mois et qui peinent. C'est une piste, effectivement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de halo dans le chômage, c'est-à-dire c'est presque 2 millions de personnes qui ne cherchent plus d'emploi. C'est vrai. Et c'est énorme en France, ça n'a pas du tout diminué pendant la crise. Et je note, moi, que par exemple, un parc d'attractions de l'Est parisien, un parc américain, emploie maintenant des serveurs à partir de l'âge de 16 ans, c'est-à-dire des jeunes qui sont en seconde parce qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça montre effectivement ce que disait Olivia, la tension sur le marché du travail. Donc les entreprises essaient de recruter. Une dérégulation, en fait. Avec un début, ils peuvent travailler à 16 pas de grande démission, mais un début aussi. À la fois, on ne trouve pas de collaborateurs, puis au même moment, il y a aussi des départs de gens qui démissionnent. Enfin, ce n'est pas une grande démission comme aux États-Unis, mais il y a quand même, tous les gens qui font du recrutement vous le disent, on voit quand même des basculements, des gens qui quittent leur entreprise, qui ne veulent plus y travailler. Il y a presque une crise existentielle dans le rapport au travail. Ah oui, complètement. C'est-à-dire le travail n'a plus du tout la même place qu'il y a 5 ans. C'est ça. Ça paraît incroyable de le dire parce que franchement, on n'aurait pas imaginé que ça puisse, qu'on ait pu palper les conséquences là concrètement dans nos vies de tous les jours en tant que chef d'entreprise, RH. Mais oui, clairement, les revendications ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, pour embaucher quelqu'un, l'élément clé, ça ne va pas être la rémunération, ça va être le lieu de vie. Ouais, lieu de vie. Moi, je veux bien avoir ce poste, etc. Mais j'habite à Marseille, qui paye, Donc c'est quand même... c'est vraiment intéressant ça. Et ça repense la ville d'ailleurs. Le rapport du travail et de la ville, ses déplacements, tout ça est posé sur la table. Mais parce que le
travail est au cœur de nos vies parce que la consommation est un modèle de société. Donc à partir du moment où ce modèle-là il est remis en cause, évidemment, par effet domino, vous avez tout le reste qui va... Voilà. Et donc, on est en plein dedans. Donc même si on essaye en tant qu'expert d'avoir une visibilité, d'avoir un peu de recul, c'est assez compliqué. Et l'exemple que vous donniez par rapport aux personnes qui sont RSA, qui veulent revenir sur le marché du travail... Donc il était évoqué qu'elle fasse 20 heures. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la double peine du chômage, c'est-à-dire que on se met en retrait, donc on n'arrive pas toujours à trouver le poste en adéquation avec. On s'isole même parfois. Et voilà. Et la difficulté, ça va être l'isolement, c'est la perte de confiance en soi. Et puis aussi, il y a aussi un vrai travail peut-être à faire du côté des employeurs, c'est que un profil qui est au chômage depuis 2 ans, c'est pas très bankable. Donc on voit bien que plus les gens sont au chômage, moins ils sont désirés sur le marché du travail. Plus le temps passe, plus la durée de chômage dure, plus on met du temps à revenir sur le marché de l'emploi, ça c'est sûr. Donc ça aussi, il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus pour changer un petit peu la vision sur ces données-là et donner plus de change à ces personnes qui sont Marine Balançard, isolées depuis. Une réaction, et après on parle des syndicats, parce que tout ça vient faire aussi écho à des salariés qui quittent l'entreprise et des syndicats qui d'ailleurs ont de moins en moins de notoriété dans les entreprises. Un mot sur cette question du chômage. Oui, je dirais qu'il y a un rebond quand même dans le chômage des seniors, les 50-54 ans, léger commencent sur les chiffres, travailler beaucoup plus, ouais. Et notamment les femmes qui sont réembauchées, et c'est important. Un frémissement sur les seniors. Oui, c'est plus qu'un frémissement sur les 50-54 ans. Après 54-64, c'est pas le cas. Et un taux d'emploi qui reste faible. Je suis rentré dans le détail des chiffres, notre taux d'emploi ne progresse pas. C'est-à-dire que c'est aussi cette question qui est posée à travers le chômage. Notre taux d'emploi en France est plus faible qu'en Allemagne ou que dans d'autres pays. Le chômage est plus fort en France que la moyenne européenne. Qui est à 6%. On est encore... Il y a plus de travailleurs pauvres en Allemagne. Exact. Hors Espagne, je me permets de préciser. Hors Espagne et Grèce. Qui ont des taux de chômage au-delà de 10%. Basculons, parce que vous avez peut-être suivi cette actualité, c'est les travailleurs des plateformes à qui, dans le cadre d'un dialogue social renouvelé, il avait été donc proposé d'aller voter à des élections professionnelles. Alors les plateformes, c'est les VTC, les véhicules qu'on peut utiliser dans les grandes villes de France, ou les livreurs qu'on connaît, Deliveroo et quelques autres marques bien connues. Il leur a donc été proposé d'élire des représentants pour qu'ils deviennent de véritables salariés à part entière. Alors le flop est total, puisque à peine un peu plus de 3000 votants sur un corps électoral de 120 000 personnes, c'est très très faible. Voilà, 3088 chauffeurs VTC et livreurs ont voté pour élire leurs représentants sur 120 000. C'est un flop. Ça ne marche pas. Alors, ils ont eu le quorum sur les VTC. En revanche, dans le corps livreur, là, il n'y a même pas eu le quorum des 5%, ce qui fait que ça pose des problèmes. Et c'est la CGT pour les livreurs qui était à égalité qu'un syndicat un peu maison. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est un syndicat maison qui a remporté avec sur 300, 600 votants. Enfin, c'est quand même un échec, quand même, ça. C'est l'échec du dialogue social. Ça n'existe pas, c'est un mirage. C'est l'échec du dialogue social. Et puis, on voit des commentaires de gens qui se satisfont en disant « Oh d'accord, il y a 1,5 dans un collège, 3,5 dans l'autre, mais au moins il y aura des représentants. » C'est exactement comme quand personne ne se pose la question de se dire pourquoi il y a 7% de syndiqués dans le privé en France, alors qu'il y en a, 80% en Allemagne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se satisfait d'une situation sans se poser les vraies questions. Alors, on dit « Oui, ça va installer... » du dialogue, ça va installer des partenaires qui vont prendre l'habitude. Oui, il y en aura. Voilà. Et du coup, ça va agréger peu à peu. Mais si on regarde la situation du syndicalisme général, si j'ose dire, les syndicats multicatégoriels, on se rend compte que l'impact n'est pas si notable que ça. Il y a la CFTC qui était présente, il faut le préciser. Sur les VTC, c'est la CFDT qui arrive en tête. CGT éliminé, FO aussi d'ailleurs. Et la CFTC était aussi présente. Je précise qu'il y a aussi l'UNSA dans les syndicats connus, puis le reste, c'était des syndicats, j'allais dire, maison. Ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, en plus, ce sont des auto-entrepreneurs qui eux-mêmes n'ont pas bien compris finalement ce qu'on leur demandait. Enfin, je pense même qu'il y a un problème de pédagogie autour de ça. Soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas confiance dans le fait qu'ils puissent être représentés via des syndicats. Donc il y a un problème de confiance, de fonctionnement du dialogue social en France qui est un peu vieillot, qui date de l'après-guerre. Et effectivement, c'est un peu comme les élections en général. Les gens ne pensent plus qu'ils peuvent être représentés par ce type de délégation. On peut le transposer à la politique. Il y a un effet miroir entre le syndicat et les politiques. Voilà, et ça, c'est très embêtant. Et c'est peut-être aussi lié à la nature des personnes qui exercent ces métiers, qui sont indépendants et qui ne voient pas trop comment ils pourraient être aidés. Ou qui sont ils sentent plus petits patrons que salariés, finalement. C'est un peu comme ça qu'on leur a vendu. Ou qui sont étudiants et qui font ça en job complémentaire. Voilà, Olivia.
Oui, complètement. Déjà, je pense qu'effectivement, on essaye d'implanter un modèle à une population qui a quand même un esprit très entrepreneurial, très free. Voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu copier-coller quelque chose. Donc, ça paraît un peu compliqué. Et puis surtout, c'est une population assez jeune. Je pense que les gens, cette génération-là, cherchent moins la représentation que la confrontation pour obtenir quelque chose. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Donc plus de radicalité, c'est ça ? Mais disons que si vous regardez l'exemple des VTT, ce qui a fait beaucoup de bruit il y a quelque temps sur la condition des VTT, je me souviens, c'était un... VTC. Pardon, VTC. Ils peuvent faire du VTT en livraison et du VTC en voiture, mais c'est important. Et c'était un reportage sur Brut. Oui. Ça avait été relayé après par des comptes sur Instagram, etc. Et ça fait beaucoup de bruit. On avait commencé à s'intéresser quand même aux conditions de travail, Oui, la manière dont ils étaient c'était traités. énervé, pour le dire. Et notamment pendant le Covid, où tout le monde était chez soi, puis ces pauvres personnes, du coup, prenaient en plus risque d'être contaminées. Et puis ils etc. découpaient leur plastique eux-mêmes pour le mettre dans la voiture. Donc aujourd'hui, les personnes, et globalement dans la société, les jeunes veulent, clairement déjà les seniors, sont pas non plus très syndiqués, mais en tout cas chez les jeunes générations, aujourd'hui, ils veulent quelque chose, ils vont aller sur un compte balance quelque chose sur Instagram. Ils vont sur une Ils plateforme. vont essayer d'avoir un contenu sur Brut. Il y a d'autres leviers. C'est vrai. Parce que ça fait plus de bruit, et donc finalement, on est dans une autre forme de circulation de l'information et quelque part, les syndicats qui ont émergé après la guerre dans un contexte totalement différent, aujourd'hui, auraient beaucoup à gagner, à investir dans une campagne de com sur à quoi ils servent, mettre en avant un petit peu les grands combats, parce que nous, on s'en souvient, mais les jeunes générations, je pense... Et probablement rajeunir le discours, si je peux me permettre. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est les représentants. Mais juste quand même, la question du dialogue social, on en parle beaucoup sur ce plateau. Tout le monde nous dit la rentrée va être sur le dialogue social. Enfin, vous êtes en train de me décrire finalement un mirage. On se joue de mots. On se joue de mots, en fait. C'est-à-dire qu'on a des représentants qui vont être frontalement des négociateurs avec les gouvernements, ministres du Travail et autres, représentés par un dixième des salariés. C'est une illusion, effectivement, mais comme suffisamment de gens y croient, eh bien l'illusion persiste. Ouais, ça, c'est le mirage auquel on croit. Non, mais c'est une représentation de la réalité qui a été, qui n'est modèle, plus. C'est notre modèle. Mais on continue d'y croire, on continue d'écouter FO, CFDT, on continue d'avoir des candidats à l'élection présidentielle qui font on écoute 4%. les coups de menton de chacun qui dit attention, Laurent Berger récemment. Mais parce que là encore une fois, les jeunes passent par des plateformes, vont sur Insta, vont sur Brut, se disent après tout, moi je vais devenir mon influenceur et grâce à ça je vais pouvoir bouger les lignes. Ils ont compris que ça passait plus par les syndicats. Très bien. Enfin, c'est quand même le modèle dans lequel on est. Il faut le casser, ce modèle, ou pas ? Est-ce qu'il faut le réinventer à l'aune du numérique Mais oui, je pense qu'il y a parce que pour revenir même aux jeunes, aujourd'hui, les jeunes, ils sont peut-être pas syndiqués, mais ils vont aller filmer leur patron, ils vont prendre des photos, et ils vont diffuser l'info. On trouve ça bien. Regardez Glassdoor. Le succès de sites comme Glassdoor et d'autres, ce n'est pas le seul. On note. Où on note, où à la fois... Enfin, je trouve qu'on est aujourd'hui vraiment dans les injonctions contradictoires. Oui. On va à la fois avoir des gens qui sont assez détachés de l'entreprise, du travail, qui veulent un équilibre meilleur entre vie privée et professionnelle, qui se voient très bien en prestataire de services, facturant leur prestation à l'entreprise, et puis disant quand j'en ai assez, je m'arrête, je vais faire autre chose, etc. Et puis par ailleurs, ce sont eux qui alimentent des sites comme Glassdoor, où en permanence, on va noter les entreprises, etc. Que font les entreprises ? C'est toujours comme ça. Alors les entreprises montent des campagnes en interne pour susciter des commentaires sur Glassdoor permettant de remonter, etc. Il y a en permanence une quête de l'adaptation de l'offre et de la demande. On parlait tout à l'heure, vous parliez de tout ce qui est... Enfin, on essayait d'en parler parce que le bruit est assez fort, là, il faut le dire. Les jeunes qui s'adaptent. Regardez un truc moi, qui me fascine, je n'y ai jamais recours, mais la livraison, par exemple, à domicile de denrées alimentaires. Oui. Maintenant, c'est dans les nouveaux entrants celui qui va battre le record pour apporter le plus vite. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, moi je 3 minutes, qui dit mieux, etc. Enfin, c'est absolument dingue. C'est de la folie. C'est de la folie. Cette quête en permanence de l'adaptation. Vous soulevez aussi le rapport du consommateur et du salarié. C'est-à-dire qu'on est consommateur, on est citoyen, puis quand on est consommateur et qu'on veut manger vite, on les veut en 2 minutes. Mais ce sont les mêmes. On est à la fois dans la quête en disant le bio, l'économie, il faut absolument respecter la planète, la diversité, l'écologie, etc. Et puis ce sont parfois les mêmes qui vont
appeler un livreur pour qu'il vienne 5 minutes après livrer de quoi manger, etc. Je trouve qu'on est dans un monde de plus en plus fou de ce point de vue-là. Mais Marine Balançard, pour conclure, parce que vous avez soulevé un point qui me semble intéressant, Olivia, c'est la percussion de l'impact du numérique, d'Internet, des plateformes, de l'idée qu'on peut communiquer en direct. C'est vrai pour le journalisme, c'est vrai pour tous les métiers aujourd'hui, et c'est vrai pour les citoyens. On continue à jouer avec ce modèle social qui n'est qu'un mirage, où on fait venir 2-3 caméras pour filmer ce tour de table, où on dit tiens, on va commencer les négociations, je ne sais pas, sur les retraites. C'est une image typique. Bon, voilà, on se fait ce tour de table, la ministre présente. Mais tant que le mirage fonctionne et que l'illusion marche et qu'on est suffisamment à y croire, et je pense que chacun d'entre nous, nous respectons les syndicats, et même s'ils sont faiblement représentatifs, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai que pour influencer une entreprise et la faire changer, il vaut mieux un bon reportage sur Brut ou un shaming sur les réseaux sociaux. Qu'aller voir le syndicat de sa société. Ou qu'un reportage dans Cash Investigation avec les livreurs, dont on voit la réalité nuit et jour dans des conditions abominables. Mais le dialogue social est absolument nécessaire. Alors est-ce qu'il faut le faire entreprise par entreprise? Est-ce qu'il faudrait rendre le fait de syndiquer obligatoire? Enfin, notre modèle est construit par branche, enfin, c'est là où ça se complique. Et puis on a quand même une culture en France où le dialogue social se fait plus souvent dans la rue, par les manifestations. Je pense que typiquement le dialogue social à la rentrée, on va avoir des manifestations, on va avoir... c'est pas le dialogue social à la demande. Donc c'est vrai que c'est quand même très contradictoire d'avoir aussi peu de personnes syndiquées représentées et aussi peu de mouvements, de manifestations, de contestations dès qu'il y a un projet de réforme qui est... Mais je crois que ça fait partie de ça, malheureusement, de notre histoire. Et la capacité d'assimilation des nouveaux entrants est extraordinaire. Il y a quelques années, on a vu apparaître, par exemple, l'UNSA. C'est un syndicat qui monte, qui était présent dans le... Quelques années plus tard, on a vu apparaître Sud. Oui, radical. Radical. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que ces nouveaux entrants, qui étaient très disruptifs quand ils sont arrivés, ils sont devenus classiques, ont été banalisés, si j'ose dire. Parce qu'ils rentrent dans les négos, ils s'habituent aux règles. Exactement. Et oui, la disruption ne marche qu'un temps, notamment pour Sud, puisque Sud s'est mis à négocier aussi, et après tout, à la direction face à elle de la SNCF, puisqu'ils sont très présents à la SNCF. Terminons sur les étudiants. Alors ça, c'est un peu un classique. On a tous été étudiants, on a tous rêvé, lorsqu'on faisait nos études, enfin, je l'imagine, de se projeter dans les entreprises. Alors là, c'est un classement avec une méthode de près de 43 000 étudiants issus de toute la France qui ont répondu au questionnaire Universum, qui date d'octobre 2021 jusqu'à mars 2022. Et ça donne globalement, côté ingénieur, le Thales, l'aéronautique, Airbus, voilà, on le voit. Et puis de l'autre, alors là, on voit les entreprises qui rentrent. Ça, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que nous disait Olivia Coppens. C'est l'idée qu'on a Google, on a Microsoft, on a Apple, on a Thales, on a Ubisoft. Excusez-moi, mais ça fait exactement écho à ce que vous disiez. C'est-à-dire que les jeunes qui sortent des écoles de commerce, ils disent pas, tiens, je vais rentrer dans les entreprises traditionnelles, je vais faire du dialogue social. Ils veulent rentrer dans des GAFA. C'est ça. Enfin, tout est dit, là. Enfin, ça fait un lien assez direct. Bah oui, parce que c'est des cultures qui sont... C'est des marques qui, à la fois, au-delà de ce qu'ils vendent, c'est des marques qui représentent quelque chose, c'est des marques un peu icônes. Et puis, il y a aussi la sécurité de l'emploi, je pense que... Et là aussi, il y a une injonction, c'est-à-dire que là, ce qui est sorti, c'est ces boîtes-là et le luxe. Bon, c'est quand même deux secteurs... Avec Hermès qui est rentré dans le classement, là. Où il y a une vraie sécurité de l'emploi. Je lisais un article, là, dernièrement, où les écoles, c'est justement ces jeunes qui sortent d'écoles de commerce, n'acceptent pas de job en dessous de 40K pour un premier poste. Ce qui est complètement incroyable par rapport, en tout cas moi quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était pas ces chiffres-là. C'est pas mal, ouais. Et donc ils vont forcément vers les secteurs qui payent bien, où il y a une vraie mobilité, une vraie possibilité de faire carrière. Où il y a du télétravail. Où il y a du télétravail. Et en même temps, il y a une contradiction aussi parce que cette jeunesse qui a l'appétence d'une décroissance, les GAFA sont quand même beaucoup critiqués sur les données personnelles. En même temps, ils y vont. Et en même temps, ils y vont. Ouais. Donc c'est là toute la Marine, le paradoxe. Là on a vu le classement des étudiants Bac plus 5 IT, mais il y a aussi des ingénieurs. Alors, on ne se trompe pas beaucoup, c'est à peu près la même chose. Airbus, Thales, Google, Dassault Aviation, Apple. Donc hormis Airbus qui est entré dans le classement, et puis dans le luxe, on a toujours les classiques, les Chanel, les L'Oréal, mais est arrivé Hermès. Ça vous évoque quoi là? C'est cette idée, c'est que c'est des jeunes qui veulent aller sur des grosses entreprises, qu'on y est bien? Ça m'évoque beaucoup de conformisme de la part de ces jeunes, et je suis un peu inquiète. Il y a 42 000 répondants. Oui. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de méthodologie. C'est-à-dire que la première question, c'est quelle entreprise connaissez-vous? Deuxième question, chez qui aimeriez-vous travailler?
Ah, c'est ça. Et troisième question, vous pouvez proposer une autre entreprise. Et donc, Exact. à partir du moment où on les met dans un entonnoir comme ça, Oui. si on leur dit quelle entreprise connaissez-vous, déjà, ça réduit le champ de la décision. Ah bah, c'est sûr que dans le luxe, la visibilité de ces marques, rien que dans la publicité, là pour celle du luxe, puisqu'ils ont plébiscité en 1 LVMH, en 2 Hermès qui fait son entrée, parce que Hermès n'était pas dans le Chanel, L'Oréal Group et Apple. Voilà. Apple, Mais vous voyez, donc, Apple est commun en fait, d'ailleurs à l'IT et au luxe. Voilà. Ils Pour considèrent moi, il y a qu'Apple un- c'est du luxe. Pour moi, il y a un gros biais dans la méthodologie. Oui, parce qu'il y a quand même pas On mal les de... a enfermés. Ouais, c'est ça. Donc, découle un résultat très conformiste où, en fait, dans les 3 premières entreprises en informatique données par les étudiants, c'est Google, Apple et... Mais après, je trouve que c'est des boîtes qui sont pas du tout justement conformistes dans la manière dont elles travaillent. C'est-à-dire que Ouais. le télétravail, Google, Apple, ils n'ont pas entendu la crise. Non, Bon, c'est Non, voilà. c'est vrai. Quand vous allez chez eux, ça fait longtemps qu'on travaille sur des canapés, on peut travailler dans des hamacs. on peut- C'est même devenu presque une moquerie, hein, le Voilà, il y a baby-foot, une- le oui, canapé, c'était table de un peu- ping-pong. C'était un peu le cliché. Et puis, par exemple, pour une boîte comme. C'était pas Google, mais je crois que Google l'a accepté. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis, par exemple, en tout cas, c'est des marques qui. Il y a un congé paternité de 5 mois. Ouais, ouais. Voilà. Il y a un cadre de vie professionnelle qui est plutôt confortable. Elles ont en tout cas une des branches de leur marque employeur, ça a été ça. Et donc aujourd'hui, forcément, Ouais. elles sont un peu en avance par rapport aux C'est autres. intéressant parce que vous contrebalancez, c'est vrai qu'il y a une forme de conformisme, mais il y a aussi l'idée qu'ils vont dans des entreprises qui leur permet d'avoir un cadre de vie harmonieux, avec du service, pour le dire, Par exemple. pour le dire simplement. Vous en pensez quoi Parce que dans le luxe, LVMH, Hermès, Chanel, L'Oréal Group, il y a peut-être un problème de méthode, effectivement. Enfin, ça revient tout le temps. Hein. Je veux dire, chaque année, on pourrait faire l'émission depuis 10 ans, on aurait Hermès, Chanel, LVMH. Enfin, Hermès est monté au classement, L'image est aussi due aux moyens que pour ces bien entreprises sûr. pour se faire connaître. évidemment. Je veux dire, ne serait-ce que la publicité et la communication, Bah même oui. des gens qui ne peuvent pas se payer des produits, Bah, ils le voient à la télé. ils le voient à la télé, partout dans les affiches, les événements, etc. Donc, que ce soit en notoriété spontanée, que ces entreprises soient citées. Ensuite, le deuxième point, c'est que ce sont des entreprises qui ont des moyens. Des entreprises qui se portent bien, oui. des entreprises Ils ont de la qui marque sont en employeur. plein développement, qui ont une marque employeur et qui mettent des moyens. C'est toujours plus facile, et ce n'est pas irrespectueux ce que je dis, c'est toujours plus facile de mettre des moyens quand on a de l'argent. Et donc, on Oui. va développer, en matière de Marqué ressources au coin du bon sens. Hein. C'est vrai que... en matière de ressources humaines, par exemple, beaucoup de nouvelles tendances sont testées dans des entreprises comme celles que nous avons citées. Absolument, c'est vrai. Parce qu'on teste des nouvelles organisations, des nouveaux modes Ils de en ont les pouvoir, moyens. Parce qu'ils en ont Ils les peuvent se moyens. tromper. Ils peuvent se tromper, exactement. Donc, les entreprises en autorité spontanée sont les plus connues. Elles ont les moyens de leurs ambitions. Elles sont, et je suis tout à fait d'accord avec vous, finalement imaginatives. Elles essaient Oui, de faut créer pas- des nouveaux modes. faut pas leur taper dessus tout le temps, elles inventent. Mais elles inventent. On peut travailler de chez soi, on est beaucoup plus libre. Vous n'êtes pas franchement, d'accord, Marine Avant de nous quitter, ce sera le dernier mot. Si mes enfants me disent qu'ils vont travailler chez Google, pour moi, c'est un échec. Il y a tellement d'entreprises en France qui cherchent des jeunes diplômés des grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingénieurs qui ne demandent qu'à se développer et qui c'est n'arrivent vrai. pas à trouver, qui sont écrasés. Quand on voit 90% de Marine ces Balançard, étudiants... c'est le Made in France, monsieur. Non, mais c'est Mais ça que vous dites. écoutez, Il y a des c'est- boîtes, des c'est- ETI qui ne c'est sont pas facile, connues. c'est En tout trop- cas, ce qu'on peut recommander à ces boîtes-là, je pense que justement, ce genre de C'est classement, de faire ça l'effort. peut être un élément déclencheur pour se dire est-ce que Je me remets en question. justement, je vais pas instaurer une charge de travail un peu Bah ouais, plus, bah un ouais. peu plus adaptée. C'est vrai. Est-ce que voilà, c'est justement être plus imaginative. Le Dernier mot. Le fantasme. Demandez à l'organisme qui a fait ce sondage s'ils ont dans leur capacité d'aller interviewer 5 ans après ceux qu'ils avaient interviewés 5 ans avant quand ils faisaient leurs études. Oui, où est-ce qu'ils Pour sont voir où est-ce qu'ils sont. Je suis d'accord. Mais vous allez voir que ça ne correspondra Mais absolument pas à ça. je l'ai précisé quand même. Hein. C'est une Les 42 000 ne Il y a seront le pas rêve tous. et la Entre le rêve et la bah réalité, oui. ce Mais sont non, peut deux choses revenir les du rêve aussi. Mais bien opportunités sûr. pour les jeunes, elles ne sont Bien pas sûr. chez... Non, là, effectivement, il y a peut-être un problème de biais par rapport à la méthode, puis aussi l'idée qu'on peut rêver sur le questionnaire et savoir qu'on finira dans une ETI ou une PME parce que d'abord, qu'on sera très bien, et qu'on sera très heureux, très bien, ou pas d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, il faut trouver un emploi à un moment Mais donné très quand on sort de heureux, l'école. parce qu'on a des perspectives bien plus Oui. importantes de croître, enfin d'avancer dans sa carrière. Le débat est ouvert. Merci Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Merci d'être venue nous rendre visite. Merci à Olivia Copin. Just Business, je suis surtenté de le dire en anglais, mais Juste Très bien, Business, c'est- fait simple, faisons simple. Enseignante au CELSA, merci d'être venue. Et puis merci à Jean-Michel Garrigue, BLB, associé Merci à directeur, vous. associé en charge des RH, justement. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, une agence de recrutement 100% digitale. Et puis on va parler de l'égalité homme-femme. C'est tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment dans cette rubrique, vous le savez. On va parler d'une start-up Bruce et j'accueille son fondateur, Adrien Morera. Bonjour Adrien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, vous l'avez créé en 2016, cette start-up. Tout à fait. 100% digital, agence d'emploi 100% digital. D'abord quelques mots sur l'entreprise et sur la création parce que j'aime bien qu'on déflore un tout petit peu l'histoire de nos invités. Vous êtes un invité un peu particulier, un entrepreneur particulier parce qu'avant, vous avez aussi connu une période de sport de haut niveau dans les MMA. Ce qui n'a rien à voir. C'était en parallèle. D'accord. Ça a toujours été en parallèle. Là, vous continuez toujours. Maintenant, j'ai arrêté la compétition. Ouais. Mais vous avez été un compétiteur de MMA. Exactement. Ce qui vous permet quoi, d'évacuer quand vous créez votre boîte, ça vous permet de vous détendre un peu, de relâcher. On se détend bien, oui. On se détend avec le MMA. Exactement. C'est un sport archi complet. On relâche la pression, on évacue et on oublie tout. Et on oublie tout. 2016, vous créez cette entreprise. C'est quoi votre idée au départ ? C'est d'essayer de rendre le marché de l'emploi plus juste et plus efficace. Plus juste parce qu'on considère que sur le marché de l'emploi, il y a malheureusement trop de critères qui sont pris en compte qui ne devraient pas l'être et qui nuisent à une forme de justice sociale, d'équité, de méritocratie. Et plus efficace parce qu'en ayant les mauvaises pratiques de recrutement, malheureusement, on nuit à la performance des entreprises. On crée des procès de recrutement qui sont trop longs, qui sont fastidieux et qui ne correspondent plus au monde actuel. Donc votre idée, c'est de quoi ? D'accélérer, de fluidifier, de permettre que ça aille plus vite. Parce que Exactement. Le client vous dit, mais il faut que ça aille vite. Il faut de la vitesse, il faut de la réactivité, donc c'est fluidifier le marché de l'emploi. C'est très MMA, si je peux me permettre. Non, mais il faut de la rapidité. Oui, tout à fait. C'est très métaphorique avec votre sport. Exactement. Il faut être vif, il faut être agile. Fluidité et qualité, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour avoir de la performance, elles ont besoin de recruter les bons talents. Clairement. Donc nous, c'était créer une plateforme technologique qui permette aux entreprises de rencontrer les meilleurs talents pour répondre à leurs besoins de performance économique. Alors, vous êtes très sensible, parce que ça, c'est peut-être aussi parce que vous êtes un jeune entrepreneur, et vous venez de citer la justice sociale, vous êtes très sensible aussi à la notion d'éthique, d'un recrutement juste et efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, nous, on croit que le recrutement doit se faire sur des critères de compétences. Le recrutement éthique va viser à vraiment déceler les compétences des candidats pour choisir la meilleure personne pour le job, indépendamment de tous les critères qui peuvent venir influer malheureusement les décisionnaires, qui vont être l'âge, le sexe, l'origine ethnique, sociale, la religion. Donc vous inversez le spectre. Aujourd'hui, on nous dit c'est que les soft skills qui nous permettent de recruter. Vous dites l'inverse. Vous dites c'est le tronc commun, c'est la compétence. L'âge n'est pas une soft skills. C'est vrai. On peut être jeune dans son esprit ouais. et un petit peu plus âgé. Je me considère plutôt jeune alors que j'ai bientôt 37 ans. Ouais. Ou inversement. On peut être très jeune et avoir un esprit très vieux dans sa tête. Exactement. Donc les soft skills, on les prend en compte, mais on prend aussi les compétences techniques comme base de décision en fait, sur le recrutement. Donc via la technologie, via des algorithmes de matching qui permettent d'appréhender un grand nombre de critères dans un environnement de temps très réduit. Indépendamment évidemment de vos compétences en sport de haut niveau, vous avez fait des écoles de commerce, vous avez réfléchi à ce sujet, et quand vous avez créé cette entreprise, évidemment le débat de l'algorithme a été posé, parce que c'est un débat qui est vraiment sur la table, au-delà même de l'entreprise, c'est un débat de société. Vous dites, moi je mets de l'algorithme, et ça permet d'aller plus vite, on est bien d'accord ? D'aller plus vite et de le faire mieux surtout. Parce que généralement, ce qui se passe quand on recrute dans l'urgence, on a tendance à prendre la première personne qui semble répondre aux besoins. Donc on baisse le niveau de qualité. Sauf que quand on baisse le niveau de qualité du recrutement, on baisse la performance de l'entreprise, in fine. Donc nous, on maintient grâce à l'algorithme une qualité de recrutement optimale, même dans un délai de temps très très réduit. Alors, j'imagine, au-delà de la qualité et de la passion que vous mettez à développer Bruce, vous êtes confronté, comme toutes les entreprises de recrutement digitales ou en physique, à la difficulté du recrutement. Enfin, en ce moment, c'est quand même une grande galère. Tout à fait. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels, même quand vous mettez le meilleur algorithme et la meilleure volonté, vous n'y arrivez pas. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui une pénurie de talents, voire une pénurie de compétences sur de nombreux métiers. On parle de guerre de talents actuellement. Donc, les entreprises se doivent de s'équiper au mieux d'outils technologiques pour réussir à être meilleurs que leurs concurrents et attirer ces talents qui seront de plus en plus rares sur le marché. Les algorithmes aident, mais bien évidemment, les algorithmes ne font pas tout. Il y a d'autres sujets de marque employeur, de communication, qui sont également très importants. Il y a aussi un débat sur l'égalité homme-femme qui vous tient très très à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Parce qu'il y a des vrais débats aujourd'hui dans la tech. On voit qu'il y a 90% d'hommes. Parce que vous n'avez pas, évidemment, les femmes qui sont là. Il n'y a pas le potentiel. Ça dit quoi, ça, pour vous, l'égalité homme-femme ? Par exemple, si on parle des métiers de la tech, vraiment, effectivement, il y a un manque de profils féminins, mais parce qu'aussi, depuis de nombreuses années, on a ancré des processus de recrutement qui n'étaient pas très inclusifs. Dans la communication, on a trop masculinisé ces métiers, ce qui n'a pas permis d'attirer
forcément les profils féminins. Donc nous, ce qu'on essaye de faire pour nous et pour nos clients, c'est d'avoir une démarche inclusive dans la communication RH qu'on fait pour donner envie à des profils, que ce soit sur les métiers tech ou d'autres métiers, à tous les profils, de postuler et d'aller vers ces métiers. Et vous signez en 2019, donc il y a maintenant quelques années, avant le Covid, la charte de la diversité comme une entreprise handi accueillante. Ça, c'est important aussi. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'est pas forcément au rendez-vous en France des obligations que doivent avoir les entreprises. Malheureusement, il y a beaucoup d'amendes. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui essayent de faire des choses, mais qui ne sont pas forcément équipés, qui ne savent pas comment s'y prendre. Côté entreprise, on est d'accord. Côté entreprise. Qui vous disent, nous, on est prêts, mais comment ça marche, quoi? Comment ça marche, exactement. Ouais. Comment on peut faire, comment on peut attirer ces talents. Donc là encore, il y a des démarches à mettre en place. Il faut se faire accompagner par des experts. Nous, on l'a fait avec des cabinets qui nous ont aidés à mettre en place une démarche qui sont inclusives aussi pour ces profils, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui nous semble important si on veut respecter notre mission de rendre le marché de l'emploi plus juste. Ça veut dire que les personnes en situation de handicap le savent, parce que je pense que vous avez communiqué, qu'elles peuvent se tourner vers Bruce pour être orientées, bien orientées vers de bons emplois. C'est ça l'enjeu. Exactement. On leur laisse la possibilité sur l'application de pouvoir déclarer une condition de travailleur handicapé en mettant les détails pour qu'on puisse leur proposer des jobs qui s'adaptent à leur spécificité. Oui, parce qu'on ne le dira pas, il y a aussi les handicaps invisibles et les personnes ne le déclarent pas. Alors, ils ne le déclarent pas, parfois parce qu'ils ne le savent pas d'ailleurs. Ils n'osent pas, et souvent aussi parce qu'ils ne le savent pas. Ouais, malheureusement, donc il y a un vrai sujet, et si on peut le faire à notre petite échelle d'éducation, sur cette thématique pour que les gens soient à l'aise, parce qu'en fait, ça va permettre aux entreprises qui connaissent le sujet d'un de leurs collaborateurs de mettre en place des adaptations qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans leur job. L'intérim, parce que là, on nous parle d'une période, on a eu la sortie Covid, où là, j'imagine que ça a poussé très fort chez vous, parce que l'intérim, on en avait besoin. On en est où, là, pour avoir quelques chiffres? Parce que vous êtes très connecté sur des postes d'intérim. Ça baisse pas? Vous sentez un ralentissement ou pas? Alors, l'intérim, c'est un grand marché. On n'adresse pas 100% du marché. Nous, sur nos verticales métiers, les vôtres, l'hôtellerie-restauration, clairement, énormément de demandes. Là, ça reprend énormément sur les secteurs touristiques, notamment à Paris. Les touristes reviennent. Les touristes reviennent. Là, Paris, en plus, on a la chance d'avoir une très belle météo. Donc, c'est extrêmement dynamique. Trop belle, même. Il fait un petit peu chaud. Un petit peu chaud, ouais. Je vais garder les coudes serrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, sur l'hôtellerie-restauration, extrêmement dynamique. Sur la logistique, le retail, également très dynamique. Après, il y a d'autres secteurs qui peut-être se portent un peu moins bien. Mais nous, nos spécificités, c'est vraiment ces trois verticales et ça se porte très bien. Adrien, il nous reste un petit peu moins d'une minute. Bruce, c'est quoi, là, dans les 2 années qui viennent? Parce que quand on est start-upper, on est en permanence en train d'adapter, de transformer, d'avancer. C'est quoi la suite? Nous, récemment, on a décidé de passer entreprise à mission parce qu'on souhaite vraiment... important, ça. C'est très important. Et contraignant, d'ailleurs. Contraignant, oui, mais en fait, nous, les contraintes sont assez limitées par rapport au fait qu'on pense que c'est un très bon statut pour vraiment aller loin dans cette démarche de pas simplement regarder les aspects économiques d'une société, mais également quel impact on a sur notre marché. Éthique, sociétal, social. Et je pense que les startups ont un vrai rôle à jouer parce qu'on est innovant grâce à la technologie, mais on doit être aussi innovant socialement et faire progresser la société. Ça transforme quoi, le fait de devenir une start-up ou une entreprise à mission? Qu'est-ce que ça a changé? On inscrit dans nos statuts, donc de manière juridique, que notre objet n'est pas simplement de maximiser notre valeur, mais c'est aussi d'apporter de la valeur positive pour toutes les parties prenantes. Et on se contraint justement des audits qui ont lieu tous les 2 ans et qui vont faire en sorte que les actions derrière, les mots, et que vous respectiez, sont vraiment là. Suivi des actes. Exactement. Merci Adrien Morera d'être venu nous rendre visite, fondateur de Bruce, qui est une entreprise créée en 2016, agence 100%, agence emploi 100% digital, avec cette colonne vertébrale éthique qui vous tient très à cœur, on l'aura compris. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à la réalisatrice dont le nom m'échappe. Voilà, Fanny Griesmer me souffle son nom à l'oreille. Merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à notre réalisatrice. Merci à vous, bon week-end évidemment et portez-vous bien.